Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Aux affaires internationales, on reste pas mal aux États-Unis où les élections approchent. Et Mme Harris, hier est allée en terrain pour la première fois, on pourrait dire vraiment hostile, donc à Fox News, à Fox, donner une grande entrevue. Ça t'a plu? Mais d'abord, c'était un terrain hostile et on l'a senti dès le début parce qu'il y a eu beaucoup d'empiètements. L'animateur l'a stoppé après 30 secondes. J'ai trouvé ça d'ailleurs malhabile parce que ça lui a permis à elle de donner l'impression qu'on lui marchait un peu sur les pieds. Mais mettons là, que tu vas être président des États-Unis. Tu vas être la personne la plus puissante au monde. On va te mettre entre les mains des armes d'une puissance à détruire la planète. Est-ce que se faire brasser est-ce que se faire brasser dans le processus pour arriver sur cette chaise-là, c'est mal fait? Zéro pointé, Mario. Ce que j'allais te dire simplement, c'est que dans les faits, ça a donné, par le contraste, l'impression que pour la première fois, on lui posait des questions, on ne lui donnait pas de marge, et parce qu'il était peut-être lui aussi désireux de faire la preuve qu'il n'y aurait pas de cadeau, le début a été extrêmement serré et on n'avait rien vu de la sorte. Et les gagnants, je pense, c'est les téléspectateurs américains, parce que c'est la première fois qu'on voyait Mme Harris dans de pareilles circonstances. Alors oui, M. Trump donne des entrevues complaisantes à des médias qui sont favorables à ces enjeux, mais à plusieurs reprises, il s'est aussi mis dans la fosse aux lions. La veille, il était avec Bloomberg, ou l'avant-veille, un journaliste qui était prêt à lui donner du répondant, qui questionnait certaines de ses idées, qui démontait certaines de ses propositions. C'est de bonne guerre. On se rappelle, on en a parlé plusieurs fois, il est allé vraiment dans la fosse aux lions quand il avait accepté l'invitation de l'Association des journalistes afro-américains à Chicago. C'était fin août, début septembre. Ça n'avait pas été glorieux, puis c'est clair qu'il n'était pas en terrain ami, là. Il n'était pas du tout en terrain ami, mais ça faisait la démonstration, justement, que quand tu es quelqu'un qui a ambition à devenir président des États-Unis, tu n'as aucune difficulté chez toi à aller voir des gens qui ne pensent pas exactement comme toi. Puis à défendre ton point de vue, à rester debout devant eux. Tu te retrouves autour de la table à négocier, que ce soit avec Vladimir Poutine, la Chine, les Iraniens, les Israéliens, dont ils partagent beaucoup des objectifs, mais ils ne s'entendent pas toujours sur la manière. Donc, si tu n'es pas capable de régler une discussion, même qui n'est pas amicale avec un journaliste, quelles sont les chances que tu puisses un jour négocier pour ton pays avec un adversaire? C'est un élément, une dynamique essentielle à une campagne électorale. À ce jour, les démocrates, je pense à leurs dépens aujourd'hui, parce que je vois le résultat, elle s'est correctement, sinon bien tirée d'affaire. Ça l'a servi, en tout cas. Est-ce qu'elle a donné des réponses convaincantes sur tous les enjeux? Là? Non. Mais ça montre du tempérament, du caractère. Du caractère, de la passion. On n'en avait pas beaucoup vu. Kamala Harris a plus ou moins un jeu de 3, 4, peut-être 5 réponses pour à peu près tout. Nous, aux États-Unis, on préfère se soulever que de s'écraser entre nous. Nous, on a une vision de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat qui est fondée sur l'optimisme. J'ai été élevé dans une famille de la classe moyenne et je sais ce que... Tu peux poser n'importe quelle question. Ça, mais non, c'est parce que je ris parce que je pense ici à... C'est Pierre Poilievre, Jean Charest à une autre époque, la première fois qu'il a été élu. Et c'est ce qui marche souvent, là. Des cassettes, peu de thèmes, des messages répétés, qui pour des gens comme nous qui suivent tout, on a l'impression que c'est une répétition, mais on perd de vue que pour une partie de la population qui suit l'actualité de loin... Ça peut être la première fois. Ça peut être la première fois qu'ils l'entendent. En tout cas, ils n'ont pas ce sentiment de répétition, mais si tu les suis au quotidien comme journaliste, tu viens fou, tu dis ça n'a pas de bon sens de répéter toujours la même chose comme ça. Mais c'est des manières de contrôler le message, d'avoir de la discipline, et les démocrates, à ce jour, avaient une organisation de campagne extraordinairement disciplinée, ont refusé tous les pièges, sont allés au débat en étant bien préparés, l'ont emporté. Ça n'a pas fait une différence substantielle dans les intentions de vote. On l'a vu dans les jours qui ont suivi. Mme Harris a gagné peut-être 1 %, puis ça s'est retassé. Et en ce moment, ce que l'on sent à la marge, rien de dramatique, mais on l'a souligné, je pense, déjà vendredi dernier, si on avait à parier sur les probabilités, ben, elle favorise pour l'instant M. Trump. Donc, elle a tout intérêt, son équipe, à la faire sortir de ce qu'étaient, disons, des territoires plus sympathiques et d'être plus audacieux.
Et je crois que dans ce registre-là, elle a réussi à marquer des points sur la passion hier, justement quand elle a dit, un instant, la démocratie, c'est quelque chose qui mérite d'être protégé. Quand Donald Trump menace d'enfermer ses adversaires, ceux qui ne pensent pas comme lui, attention, faites gaffe, ça s'en vient. Alors, est-ce que tout était vrai? Pas nécessairement, mais c'est aussi de bonne guerre quand on fait une campagne. M. Trump n'en est pas à une demi-vérité près, mais on l'a vu comme on ne l'avait pas vu, donc ça l'a servi. Sur les questions essentielles où elle n'est pas en tête dans les sondages, questions économiques, questions de l'immigration surtout, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse pour elle. Sa réponse défaut, c'est Donald Trump, il y a quelques mois, a torpiller une entente bipartisane qui aurait permis de donner d'autres moyens à la police des frontières. Et il a préféré garder le problème vivant parce qu'il avait besoin du problème pour sa campagne électorale que de le régler. Puis, non, c'est une chanson qu'on a entendue depuis le débat à répétition. Là. Et c'était la première fois qu'un intervieweur lui disait, mais un instant, là, c'est parce que entre le moment où vous êtes arrivé au pouvoir et ce projet de loi que vous êtes arrivé à négocier avec d'autres républicains en janvier ou février de cette année, il y a eu 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Pas grand-chose. Et plus encore, quand c'est devenu évident que politiquement, ça ne passait plus dans la gorge des Américains, par des décrets présidentiels au mois de mai-juin, M. Biden a réussi à réduire l'entrée des illégaux aux États-Unis. Donc, de déployer des moyens sans même l'accord du Congrès, sans même les républicains donc, de son côté. Donc, il aurait pu le faire avant. Ben, il aurait pu le faire avant. Et il n'avait surtout rien fait dans les 3 premières années. Et à cette question, il n'y a pas de bonne réponse, pas plus que quand elle a, avec là aussi, je dirais, une certaine vitalité, rappeler aux électeurs que Donald Trump a l'air un petit peu instable en ce moment, rappelant peut-être son cha-cha-cha de 39 minutes et d'autres choses. Il y a toujours des exemples sur la place publique avec M. Trump, essayant peut-être de déplacer la question de ce que toutes les lumières sont bien allumées. Ce qu'on a fait comme traitement à Joe Biden depuis quelques semaines, on voit que les démocrates tentent de le faire avec M. Trump, encore une fois, de bonne guerre. Mais quand on lui a demandé, oui, mais vous, quand est-ce que vous avez réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait avec M. Biden? Il n'y a pas de réponse qu'on peut donner. Parce que tu dis, je m'en suis rendu compte, tu dis, pourquoi tu n'as pas levé la main? Ouais. Et puis, si tu dis, je m'en suis pas rendu compte, ben comment peux-tu avoir une opinion sur M. Trump? Effectivement. C'est une bonne question. Bon, l'élection présidentielle, évidemment, prend tellement de lumière qu'on en oublie parfois que quiconque connaît bien le pouvoir américain, oui, il y en a beaucoup dans les mains du président, mais il y en a ailleurs. Et là, on suit relativement peu les élections au Sénat. Léger avantage Trump à la présidence. Est-ce que ça se reflète? Est-ce que les républicains, dans les courses au Sénat, les courses critiques, sont en train de gagner aussi? Alors, tu as parfaitement raison. Le pouvoir aux États-Unis, il est décentré. Un président sans une majorité dans les 2 chambres, c'est extrêmement difficile. Il faut négocier. Menotté sur bien des questions. On l'a vu pour l'administration Biden qui a perdu le contrôle de la Chambre en 2022. Tout devient plus difficile. Alors, rêve de tout président, c'est d'arriver au pouvoir avec une majorité au Sénat et la Chambre des représentants. Cette course au Sénat, elle est intéressante parce qu'elle pourrait voir les démocrates perdre leur mince majorité. Ils ont 51 sénateurs qui votent ensemble. Je dis ça parce que ce ne sont pas tous des démocrates. Il y a des indépendants qui font caucus. La sénatrice du Maine, M. Sanders, ce ne sont pas des démocrates, ce sont des indépendants, mais ils font caucus avec les démocrates. Des indépendants avec penchant à gauche. Avec penchant à gauche, disons comme ça. C'est le tiers à tous les 2 ans du Sénat qui est renouvelé. Cette fois-ci, c'est 34 sièges qui sont en jeu, si je ne me trompe pas. La majorité sont des sièges démocrates, donc c'est un peu plus difficile. Et on sait déjà qu'ils vont perdre en Virginie-Occidentale. Joe Manchin, qui est un démocrate, mais qui est dans les faits un républicain depuis toujours, c'est le plus à droite des démocrates. Il a donné beaucoup de maux de tête à Joe Biden au cours des dernières années. Souvent, faisait pencher la balance en faveur des républicains ou a forcé, en tout cas, le Parti démocrate à beaucoup négocier. C'était l'homme du centre extrême, disons, pour les démocrates. Mais lui ne se présente pas et les démocrates ont à peu près concédé que ça sera un républicain. Ils ne se battent pas en Virginie-Occidentale. Il faut qu'il y en gagne un autre, là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il en protège un autre. Et ça se passe beaucoup au Montana, avec un siège qui appartient depuis 18 ans à un démocrate, M. Tesler, qui est menacé et qui est sérieusement menacé, 6 à 7 points en arrière dans les sondages. Il faudrait, pour compenser ça, que les républicains perdent un siège. Et ce qu'on dit, c'est qu'en ce moment, Ted Cruz, très populaire à une époque, au Texas, serait à risque
Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une espèce d'échange de bons procédés, c'est-à-dire que les démocrates réussissent à saisir un siège aux républicains et les républicains iraient chercher le siège au Montana? Possible. Mais pour l'instant, parce que je ne crois pas que M. Cruz va perdre l'élection au Texas, c'est possible, les choses changent. Il faut voir qu'au Texas, c'est un État républicain, mais toutes les grandes villes sont démocrates. Les maires des grandes villes, ce sont des démocrates. Ras des champs, ras des villes, comme partout aux États-Unis. La ruralité républicaine, les grandes communautés urbaines sont souvent démocrates. Ça se vérifie dans chacun des détails de la démographie, des revenus. C'est à peu près pareil. Et le Texas a beaucoup changé. C'est un État de moins en moins rural, avec d'énormes villes puissantes, démocrates. Est-ce que ça pourrait jouer un tour à Ted Cruz? C'est possible. Pour l'instant, je ne parierai pas là-dessus. Ce qui fait donc, il y a de bonnes chances du point de vue des républicains qu'ils aient à nouveau un mince avantage et qui se retrouve avec 51 sénateurs qui voteraient. Donc, la Maison-Blanche, Donald Trump, et un Sénat par un siège, par 2 sièges. Et ensuite, il suffit d'un, parce que, évidemment, le vice-président du président au pouvoir peut démêler les chevaux quand c'est 50-50. À 50-50, c'est la Maison-Blanche qui a le Sénat. Et pourquoi ça compte tant? Parce que tous les ministres et fonctionnaires importants de l'administration doivent recevoir un feu vert du Sénat. Alors, ça se fait avec un Sénat hostile, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et compte tenu, par exemple, de l'amour qu'ont les démocrates en ce moment pour M. Trump, s'il fallait qu'il soit élu, l'idée de faire passer rapidement son cabinet pourrait être beaucoup plus compliqué si c'était des démocrates qui étaient au Sénat. À suivre. Merci Stéphane. Bonne journée. Demain.